Chaque année, le 1er avril, des millions de personnes se font piéger par des blagues. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette tradition pourrait venir d'une décision royale prise en France il y a plus de 450 ans. À cette époque, le Nouvel An ne se fête pas le 1er janvier, mais autour du mois d'avril. Les villages s'animent, les tables se remplissent, on s'échange des cadeaux et on célèbre la nouvelle année. Mais cette année-là, un édit du roi Charles IX va tout bouleverser. Le Nouvel An est déplacé au 1er janvier. Et ceux qui continuent de fêter l'ancienne date vont devenir la cible de plusieurs moqueries. Alors, comment une réforme du calendrier a-t-elle pu donner naissance au poisson d'avril? C'est l'histoire que nous allons raconter. « 1564, en France. Le soleil se lève et fait briller les pavés des ruelles encore mouillées. L'odeur de la pluie flotte dans l'air et s'empare du nez des passants courageux déjà dehors. Les premiers voyageurs arrivent, sabots frappant le sol, roues grinçant sous le poids des diligences, et un enfant poursuit un chien qui lui avait piqué son casse-croûte. Bref, tout semble être un jour normal, à un détail près. Sur la place du village, les gens s'activent. Certains y installent des tables et des bancs improvisés, les musiciens accordent leurs instruments, les marchands déchargent leurs charrettes et déposent des cruches de vin venues des vignes voisines. Mais que se passe-t-il? Nous sommes le 25 mars et on s'apprête à fêter la nouvelle année. Les gens quittent leur travail et s'empressent de rejoindre la place du village. Les tables en bois sont couvertes de pain, de tourtes et de cruches de vin. Les musiciens commencent à jouer leurs premières chansons et les habitants dansent en rythme. Les marchands crient leurs prix et les enfants courent dans tous les sens. Tout le monde passe un moment joyeux. Mais cette année-là, quelque chose allait changer. Le nouvel an serait fixé au 1er janvier. Et pour comprendre cette décision, il faut s'arrêter un instant sur celui qui la prend, Charles IX. Juin 1550. Le soleil se lève sur le château royal de Saint-Germain-en-Laye. Dans une chambre silencieuse, un nouveau-né pleure pour la première fois. Il est le 3e fils du roi Henri II de France et de Catherine de Médicis. Personne ne se doute encore que cet enfant si fragile dans ses langes deviendra un jour roi de France. 10 ans plus tard, le destin frappe son frère. François II meurt et le royaume repose sur les épaules d'un garçon de 10 ans, Charles IX. Trop jeune pour gouverner, il est sous la tutelle ferme et respectée de sa mère. À la cour, tout le monde connaît sa poigne et son intelligence, même derrière le voile de protection maternelle. Janvier 1564. La France est encore secouée par les guerres de religion. Mais cette année-là, Charles IX est en âge de commencer à exercer son pouvoir. Pour lui faire comprendre l'étendue de son royaume et affirmer son autorité, Catherine de Médicis, sa mère, organise un voyage colossal. 15 000 personnes. Soldats, domestiques, artisans et membres de la cour suivent le jeune roi à travers la France. Les routes sont boueuses par endroits et les auberges débordent. Les éclaireurs courent devant la caravane pour trouver les meilleures chambres. Parfois, les seigneurs dorment sous la tente ou à la belle étoile. Partout où passe la procession royale, c'est une petite ville qui se déplace, bruyante, colorée et vivante. Le voyage a plusieurs buts. Réaffirmer la loyauté dans les provinces. Apaiser les tensions entre les catholiques et les protestants. Rappeler à tous que le roi est là pour garantir la paix. Et, à un moment précis, changer le cours du temps. Le 9 août 1564, à Roussillon, le roi posa sa signature sur l'édit qui allait bouleverser le calendrier. Grâce à ce texte, le Nouvel An ne sera plus célébré au printemps, mais au 1er janvier. Mais cette décision, aussi solennelle soit-elle, restait suspendue dans le temps. En effet, elle ne sera officiellement acceptée qu'au retour du jeune roi à Paris en 1566. Et il faudra encore attendre janvier 1567 pour que chaque village, chaque maison, chaque villageois commence réellement la nouvelle année à cette date.
Le voyage du roi terminé, le monde continuait de tourner. Mais pour les habitants des villages reculés, le temps semblait filer comme avant. Les fêtes se succédaient. Les tourtes se partageaient, le vin coulait dans les cruches, et personne ne savait encore que le calendrier allait changer. Imaginez le temps qu'il fallait pour qu'une nouvelle se fraye un chemin à travers les chemins boueux, les collines isolées, les forêts épaisses. Dans beaucoup de bourgades, le nouvel an continuait d'être célébré fin mars, comme on l'avait toujours fait. Les villageois échangeaient des cadeaux, dansaient, riaient, et ne se moquaient de rien du tout, inconscients que leur calendrier allait bientôt être jugé, dépassé. Puis peu à peu, certains jeunes partis travailler ou étudier dans des villes plus grandes revenaient avec des nouvelles surprenantes. Le nouvel an se fête maintenant en janvier. Et quand ils racontaient cette coutume aux anciens, ils ne se contentaient pas de parler. Ils riaient, taquinaient, inventaient des farces pour se moquer des retardataires. Si c'est pour venir balancer des dingueries pareilles, vous pouvez rester là-bas. Les plus anciens protestaient, fourche à la main, et parfois quelques petites bagarres éclatées. Queue de pelle, vêtements déchirés, boue sur les chaussures. Mais rien n'arrêtait l'imagination des jeunes. Un cadeau malicieux ici, une blague ridicule là. Au fil des années, toutes ces moqueries se répandirent, accompagnant la diffusion du calendrier. Les fêtes de printemps devinrent peu à peu synonymes de farce et de blagues. Et ainsi, dans ces villages, au fil des années, se créa ce que nous appelons aujourd'hui le poisson d'avril. Mais attention, l'histoire du poisson d'avril n'est pas entièrement certaine. Certains historiens estiment que tout ne vient pas entièrement de l'édit de Roussillon. D'autres évoquent des traditions bien plus anciennes liées aux fêtes du printemps et au renouveau de la nature. Dans la Rome antique, par exemple, on célébrait une fête appelée Hilaria, autour du 25 mars, en l'honneur de la déesse Cybèle et du dieu Attis. Ce jour-là, les gens se déguisaient, se moquaient les uns des autres et faisaient des farces en toute liberté. Et pendant quelques heures, les règles sociales semblaient disparaître. Difficile de ne pas y voir un écho avec nos blagues du 1er avril, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, le mot Hilaria n'est pas si éloigné du mot hilarant. D'autres traditions apparaissent plus tard, notamment en Europe, où l'on offrait parfois de faux cadeaux ou des présents piégés. Dans certains cas, on raconte même qu'un faux poisson pouvait être discrètement placé dans une assiette. Et si la victime se faisait avoir, elle devenait alors un poisson d'avril. Mais pourquoi un poisson? Là encore, rien n'est totalement certain. Certains historiens évoquent le carême, cette longue période avant Pâques, durant laquelle la consommation de viande était limitée. Le poisson devenait alors l'aliment principal des tables chrétiennes. Offrir un poisson, vrai ou faux, aurait pu être une manière ironique de détourner cette contrainte religieuse. D'autres pistes nous mènent vers les cycles de la pêche. Avril correspond, selon les régions, à des périodes spécifiques. Pour certains, c'était le moment propice à la pêche du maquereau. Pour d'autres, au contraire, une période d'interdiction destinée à préserver les ressources. Offrir un poisson aurait alors pu être un cadeau moqueur, voire impossible. Et puis, il y a une explication plus symbolique. Le poisson, dit-on, est un animal que l'on attrape facilement, un être que l'on appâte, que l'on trompe. De là à comparer les victimes des farces d'avril à des poissons mordant à l'hameçon, il n'y avait qu'un pas. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cette tradition ne s'est pas développée partout de la même manière. En France ou en Italie, le poisson est devenu un symbole central. Mais dans certains pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, on parle simplement des idiots d'avril, sans aucune référence au poisson. Et si le poisson d'avril n'avait pas une seule origine? Peut-être qu'il est né d'un mélange de plusieurs influences, un patchwork de traditions, de fêtes, de farces qui se sont entremêlées au fil des siècles. Au fil du temps, la tradition continue d'évoluer. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les farces se transmettent surtout à l'oral. Dans les villages, comme dans les cours royales, on se joue des tours souvent simples, mais toujours efficaces. Puis, avec le développement de l'imprimerie et de la presse, les blagues changent un petit peu d'échelle. Les journaux commencent à publier de fausses annonces, absurdes certes, mais crédibles, et les lecteurs tombent dans le piège.
L'un des plus anciens exemples remonte à 1698 en Angleterre. Une invitation circule. Elle propose d'assister au lavage annuel des lions à la Tour de Londres. Évidemment, ça n'a jamais existé. Et pourtant, le jour venu, une foule se présente. La blague devient même une tradition, au point que certains billets circulent encore des années plus tard. Puis arrivent la radio et la télévision. Les canulars prennent une toute autre dimension. En 1957, la BBC diffuse un reportage devenu célèbre. On y voit des paysans suisses récolter des spaghettis dans les arbres. À l'époque, les pâtes sont encore très peu connues au Royaume-Uni. Résultat, des centaines de téléspectateurs appellent la chaîne pour demander comment faire pousser son propre arbre à spaghettis. Et on ne va pas y échapper, en France aussi, les médias s'y mettent. En 1964, le journal Le Parisien Libéré annonce une nouvelle incroyable. La Tour Eiffel va être démontée, puis reconstruite ailleurs. L'information circule, elle est reprise, et pendant un moment, certains y croient vraiment. Avec Internet aujourd'hui, les blagues deviennent instantanées. Elles font le tour du monde en quelques minutes, mais au fond, peu importe l'époque ou le support, l'idée reste la même. Surprendre, faire rire et rappeler que tout ne doit pas toujours être pris au sérieux. Aujourd'hui, chaque 1er avril, à chaque fois qu'on colle un poisson en papier sur le dos d'un ami ou que l'on partage une blague sur les réseaux, on perpétue une tradition vieille de plusieurs siècles. Le printemps revient, le soleil réchauffe les pavés, les journées s'allongent et l'air semble un peu plus léger. Dans les rues, les rires réapparaissent. Les enfants courent, les adultes sourient et pour un instant, tout devient plus simple. C'est peut-être ça, au fond, le véritable esprit du poisson d'avril. Un moment où l'on accepte de se laisser surprendre, de rire pour rien et de rappeler que parfois, la légèreté a toute sa place dans nos vies. Et toi, tu t'es déjà fait piéger par un poisson d'avril? Si t'as aimé cette histoire, il y en a plein d'autres à découvrir. Des histoires vraies, parfois étonnantes, parfois absurdes, mais toujours fascinantes. Alors, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. On n'a clairement pas fini d'être surpris.